Hello, good afternoon, everyone. So very happy to be here with you. I think we have one main objective in this panel is to wake you up after lunch. It's probably already the most difficult task and the most difficult position. So before introducing my co-panelists, I've been asked to put a little bit that session into a context. And I would like to give a few words on why we decided at Finance for Tomorrow to put the just or the fair transition at the heart of our agenda for this session. And I think the reason behind is that we all believe, and I think we're all climate enthusiasts in the room, and we're all dedicated to make the financial industry progress. But we strongly believe at Finance for Tomorrow that the climate challenge can be achieved only if made socially acceptable. And I would like to have a little few elements on that. First, because there is a very strong rationale in the fact that at the moment, our societies and us as investors, we are facing the two challenges at the same time. We're facing the climate challenge, but we are also facing the fact that our societies have become much more unequal than in the past. For the record, the percentage of what was called middle class in the US since 1975 has dropped down from 65 to 51%. So it means we're facing the inequality challenge, and we see already its political consequences and economical consequences, and the climate challenge at the same time. So that's the first reason why the two challenges are interconnected. The second reason is that when you try to address the climate challenge, by definition, you have some social implications. There's a very great OECD, to pay tribute to, I would say, our moderator of the session this day, to the great study of the OECD that has shown that when you enter into decarbonization policy, you have a distributive impact that is important, and therefore you need some redistributive policies at the policy level to address the challenge and to make it possible. I think that's a very strong first argument to link the two. The second reason is that I think for those of us that have worked in the field of green finance in the past years, we're quite, I would say, we have developed the concept of stranded assets. Tomorrow, if we put into place policies or actions, we may have stranded sectors. Even the very concept of stranded workers has emerged. Meaning, by running some policies, we will need to face the fact that some sectors will be massively affected by it. The third reason is that in case of very strong social turbulences, by definition, the climate challenge will be made more difficult to be achieved. I think for those of us who were in Copenhagen 10 years ago, we've seen the agenda shattering really because of the financial crisis, because it was no more climate that was on the table at this point in time. So I think the idea today is to see if we have some tools to address the two questions. And that's really what we are going to dig into. I would like to, Nick is with us, and I think he's trying to equip us intellectually on how to address the challenge. I think we're more and more equipped to address the two challenges together. And I would like just to give a personal anecdote before introducing my co-panelist. 10 years ago, when I was working in the French Treasury, the theory that was, I would say, mainstream was the double dividend theory. Basically, you were taxing externalities and you were basically financing the budget deficits by using the money of the fundraising on the externalities. Now, I think we've seen this morning in a video posted by an American colleague that the double dividend theory has completely evolved. The true theory behind is you tax externalities and you use the money to run redistributive policies to make the whole thing acceptable. So from a policy-making perspective, I think we have evolved. Now at the financial level, what do we have? I think we have a number of tools at our disposals, but they run in parallel. You have the green bond asset classes on the one side, you've got the social bond asset classes on the other side. Basically, are we going to have a social green bond asset class emerging? In a way, that's what we're going to explore immediately. So we're going now to, I would say, dig into the practicalities, looking at the tools we have at our disposal. For that, I'm very happy that we have a very diverse panel, because with Sagarika, Director of Climate Change at the PRI, I think probably we have one of the best observer, but also
caller for action as an international organization. We have Jean-Louis Bancel, who's the CEO of Crédit Coopératif, which for those who do not know what Crédit Coopératif is, and that's very bad, is the main finance provider to the social economy in France. Valérie Baudson, member of the Director General of Amundi, and also CEO of CPR, which is a boutique that has demonstrated to be quite innovative both on climate and social. And finally, Matthias Wischra, who is the General Secretary of Danone, who has been extremely instrumental in the coalition that has been launched at the last G7 in Biarritz. And I'm sure Matthias is going to share a little of the things he tried to do at this moment. So now getting directly into the substance, I would like first to ask, same question to all of you. First, what is your definition of a just transition, and how do you see that from the point of view of your organization? And Sagarika, I'm going to start by you because I think it's PRI that has developed the most theoretical approach vis-à-vis that question. Go ahead. By the way, some of us are going to speak in English, the other in French, to make sure that you all can follow. Thank you very much. I was looking over what some of the official definitions, and the ILO's definition is very good, but very long. And then that really got me thinking, as you were speaking, about stranded assets. But actually, my personal definition would be this, that this is about the news story of growth and inclusion. This is about good economics and politics, and it's a necessity. So there's really a need to change our mindset from, I think, the negative framing to thinking about the positive and coming about this from a growth perspective. Excellent. It's an efficient definition. Jean-Louis. Bien, merci. Je vais passer en français pour la variété des langues parce qu'il faut défendre la biodiversité linguistique également. Donc, sur ce point, pour nous, au Crédit Coopératif, maison qui existe depuis 126 ans, c'est tout simplement une composante du progrès humain. C'est ça que je mets au centre des choses. Certes, nos fondateurs, je pense, n'avaient pas toutes ces questions-là à l'esprit, mais ce qui les animait, c'était faire progresser l'humain. Et aujourd'hui, notre manière contemporaine, c'est s'engager dans cette voie d'un bon équilibre, marcher sur nos deux jambes, entre le social et le climatique. Nous venons plutôt du monde du social, j'en parlerai tout à l'heure. Nous sommes beaucoup engagés depuis pas mal d'années déjà sur les questions climatiques, mais tout ça, à la fin, c'est pour faire du progrès humain de tous les humains et pas simplement que du happy few. Merci Jean-Louis. Valérie, on your side. Merci beaucoup Jean-Jacques. Alors moi, avant de donner ma définition, je vais partager une conviction qui est que je suis absolument certaine, si on veut que ce monde soit viable pour les générations futures, pour nos enfants, c'est que nous avons besoin d'un système qui soit bien évidemment responsable socialement, soutenable écologiquement, mais aussi viable d'un point de vue économique. Et que si on perd l'une de ces trois dimensions, on va vers de gros soucis. Donc j'en arrive à la définition. Une transition juste pour moi, c'est le moyen de donner accès aux hommes à une croissance économique qui soit fondamentalement soutenable. Mais je pense qu'il y a trois conditions pour ça. La première, c'est qu'il faut qu'on soit pragmatique et pas dogmatique. Pour vous donner un exemple, dans mon milieu qui est celui de l'investissement, si on éliminait systématiquement toutes les sociétés du secteur de l'énergie dans nos portefeuilles, elles n'auraient plus l'argent adéquat pour financer leur transition. La deuxième condition, c'est qu'il faut qu'on soit inclusif et collectif. C'est une histoire d'hommes, c'est une histoire d'État, c'est une histoire de corporate, on en parlera, et c'est une histoire qui a un rapport avec l'industrie financière. Si une de ces quatre parties prenantes ne participe pas, on n'y parviendra pas non plus. Et puis, il faut qu'on soit progressif et qu'on planifie ça sur le long terme parce que toutes ces parties prenantes ont besoin d'un peu de visibilité pour gérer ces magnifiques transformations qu'on a à gérer pour le futur. Je pense que la transition juste, c'est juste une transition qui est obligatoire. C'est plus une option,
On sait à quel point une partie du système est au bout de ses fonctionnalités et de sa cohérence, et que du coup, on peut passer du temps à des définitions théoriques, mais que la réalité, c'est qu'il faut qu'on s'active très rapidement pour aller vers cette transition pour laquelle on n'a plus beaucoup de temps. Je pense qu'il y a deux paramètres. Le premier, c'est évidemment, et Jean-Jacques en a parlé, de mêler le climatique et le social, de ne pas les prendre en silo, mais de les prendre de manière globale. Et la deuxième chose, c'est d'aller vers une financiarisation des externalités positives et de l'impact social, environnemental des entreprises. Si on a ces deux paramètres, on pourra aller vers cette transition que l'on peut nommer nécessaire, urgente ou juste. Je vous donne juste un exemple qui mêle tous ces aspects. C'est la question du système alimentaire mondial. On est dans une forme d'impasse aujourd'hui sur le système agroalimentaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les sols sont de plus en plus en érosion, 20% en France jusqu'à 40% aux États-Unis. On a une biodiversité qui s'érode. Vous savez qu'il y a 6000 plantes consommables et qu'il y en a 9 qui représentent 75% de notre alimentation. Et globalement, on est dans un système à la fois agricole et d'agro-industrie qui est à bout de souffle. Et justement, la transition juste dans ce domaine-là, c'est d'aller d'un système ancien à un système nouveau, d'agriculture régénératrice, qui permettent au sol d'être à nouveau fertile, qui permettent de développer de nouvelles espèces. Mais pour cela, il y a une période de transition qui dure de 3 à 5 ans. Et la question, c'est comment la finance. Et cette question pose des sujets à la fois évidemment climatiques, parce qu'un sol érodé ne capte plus le carbone dans le sol, et quand le carbone n'est plus dans le sol, il a un impact sur le changement climatique, et c'est une question sociale, puisqu'il faut accompagner les agriculteurs qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une période blanche de 2, 3 ans, 4 ans pour passer d'un système à un autre. Et donc du coup, cet exemple de la transition agricole montre qu'une transition juste s'accompagne à la fois évidemment d'un aspect climatique, mais aussi d'un aspect social. Thank you very much. I think don't want to make intermediary wrap-ups, but nevertheless, I think a few things you said are very important. The very first one is don't forget the social in the transition. It might seem a little stupid to say, n'oubliez pas le social, hein, but I think that's absolutely key again, and that's why we've put again this question at the center of the agenda. The second thing, we see that this subject, and I think Nick was explaining that in the morning, is really on two aspects, on two sides. It's extremely local, extremely micro in a way, and I think Matthias, you started to elaborate on that. And at the same time, our role as the financial community is to make shift huge amounts of money on public markets vis-à-vis very micro challenges. Because impact finance only cannot be the answer. So the question is, how do we make that happen? And that's where the tool, I would say, question becomes much more important, because that's where we can make the link between the micro and the macro level. And for that, I think we can explore it in two ways. So Nick again shared that with us in the morning. But from an investor perspective, we try to see always two aspects: the risk part, how do I assess the risk associated to, and how do I take that risk into consideration into my investment decisions, and then afterwards, how do I deploy money vis-à-vis the challenge? So the idea is to explore these two areas now all together, and we're going probably to look from the risk side. If we take one step back on climate, I think we all started by the risk aspect. We all started by looking at our portfolios, asking ourselves, what is the carbon footprint of my portfolio? How much am I exposed to that? What is the risk behind, and what do I do with it? So the question is, how can we do that on just transition? So on these concepts that links both climate and social. And here, Sagarika, I really would like you to spend a few minutes, because personally, it's the last piece of work that made me optimistic about climate, is the work you just released with the Inevitable Policy Response, which is about basically how can I, as an investor, assess that risk in my portfolio using the methodology under your patronage.
Thank you very much. And so I'll give a quick background and then we'll go a little bit into how we hope this piece of work will help. So about 1 year ago, PRI commissioned a new project called the Inevitable Policy Response. And the aim of this is to help our PRI signatories around the world prepare for transition. And then what was interesting was we soon had a discussion on this with Nick Robbins, who is here today, who said to us, what about the just transition? And this really got us thinking about how can we think about this seriously in the new research? And the kind of questions Nick was asking was around, well, if you think there's going to be an inevitable policy response, what are the implications for society? What are the implications for workers and communities? So that then led us to doing a piece of research, and this is going to eventually become a tool very soon. But maybe if I talk through the thesis, does this work for you? Please go ahead. Okay, so the thesis of the research that we've done to date is that there is going to be government action on climate change, but governments are leaving this very late, as you see today, not France. France is great, other governments. Therefore, what we believe will happen, in our view, is that there will be a delayed government response or set of responses. And this will be, therefore, forceful because it's been left so late and the potential of overshoot of the 1.5 goal. And we believe that this will happen by 2025. Why? Why not now? Well, this is partly to do with the Paris Agreement ratchet that's built into the legally binding process. And every 5 years, all governments must provide what their commitments will be to emissions reduction. So the first round has happened. The second round is due in 2020. If you look around you today, you can see we're not seeing enough action towards 2020 emissions reduction pledges and forceful policy. However, if you think further ahead, the next round is due 5 years again in 2025. Interestingly, after the next US election, but I'll leave that for now, I'm not a politician. So we believe this forceful policy response will come by 2025. That will also be after the world's scientists have produced again their assessment of where we are in a global stocktake. We then took this thesis and developed it, and we commissioned Vivid Economics, and we worked with Nick Robbins also on 8 policy levers that we think will be put into force. And these are broadly very relevant to the just transition. So coal, internal combustion engine phase out, carbon pricing, zero carbon power, energy efficiency, land use, and agriculture. So we then took those policy levers and Vivid Economics turned them into an alternative scenario to the one the International Energy Agency provides. And the World Energy Outlook was out just a few weeks ago, published here in Paris. And what we're now doing is Vivid Economics are taking this and they're modeling what the impacts will be at a sector and subsector level. But that's not the whole story. So what we were really delighted to work on with Nick Robbins was, well, what are the social implications? Am I talking too long? Is this okay for you? Continue. Okay. I have All right, plenty good. of questions afterwards. The clock is there, I'm monitoring it. Please go ahead. Okay, very good. So let's just talk a tiny bit, going a bit more granular into the implications. And I'm really giving this as a bit of an example about how we're trying to develop something as we build it into a tool. So our findings so far from Vivid Economics analysis are that there will be deep and rapid changes in the energy system. So thermal coal will be non-existent by 2040. Solar and wind are going to be half of electricity in 2030. I know it sounds crazy, but we're talking about delayed action and having to be more forceful. That's what governments are leaving this to. Transport's going to be electrified in 20 years with bans on the internal combustion engine. Actually, we're starting to see this in some countries already. And we expect to see really rapid deployment of electric vehicles, so to 70% of passenger vehicles. So really bullish on that by 2040. And changes in land use. So let's just talk for a minute about the just transition implications.
and I feel a bit funny doing this because Nick's there and they're really the implications he identified. But He's taking notes, so apparently. Okay, he's going to take notes on what he said. Okay, good. So, on coal. So the implications there are really the need for place-based policies for workers, communities, and the associated supply chain. And that's everything from adequate pensions through to payouts, relocation, and regional revitalization. If we just think about what I said about the internal combustion engine and the move to electric mobility, so that's going to mean we need some serious enforcement of existing employment laws in automation and digitalization taking over, and real representation of workers for negotiated outcomes. So what that's then interesting is we started to think about how can we put this into the modeling, and actually, just to be candid with you, obviously, with social issues, and I think you describe this is about humanity, right? You can't just put that into a model. There isn't a number. These dialogues with workers result in negotiated outcomes. So herein lies the challenge to the investment industry. If we're really going to base reallocation and action, engagement with companies, how are we going to crack this when you can't turn a person just into a number and all of the impacts? So we're still reflecting on what we can do next. What will happen with the inevitable policy responses next? It's going to turn into spreadsheets. So basically, there will be a tool component. So we're calling it, at the moment, a portfolio sensitivity tool. It will basically be a series of spreadsheets that let investors see for equities and then for other asset classes, how would the forceful policy response play out at a sector and subsector level? But what I'd love to get to, and we really need to work on this together, is how can we start to account for the just transition in these kind of regular investor ways of looking at things? Thank you. Thanks a lot, Sagarika, and I think it was really worth taking some time to expose it, because first, it's a great piece of work, and please read it. When it will be turned into spreadsheet, we will see how to implement it. But first, there is a very strong message of optimism behind this work, in a way which is maybe the political answer is not here yet, but it's inevitable. The problem is, as it is inevitable and that it will come late, it's going to be brutal, and therefore it is very important to assess its consequences, also socially, and to look at the way we manage the money on behalf of your clients using that lens. So it's a second message of optimism, even if it's complicated to put social into numbers. Nevertheless, this is a first, for me, I think a first attempt to put that as a screening methodology for the portfolios. So that's a way maybe for you to equip yourself from the risk side in doing something. There is another way, and Valérie, I'm going to turn on you on that. At CPR, you have developed two methodologies. One which is a 2 degrees Celsius methodology on the global equity side, and second, which has not been completely publicly officially announced yet, but it's the opportunity for you to tease it a little bit. One that is going to be devoted to social inequalities, and you have created some kind of grid and score, both at macro and corporate level, vis-à-vis social inequalities. So tell us a little bit about that, and also what the challenge you faced down the road in this project. Bon, alors, pour ceux qui ne connaissent pas CPR, CPR, c'est la plus grosse filiale du groupe Amundi. Donc, je suis sûre que certains d'entre vous ont entendu Yves Perrier ce matin. Notre engagement de groupe, de manière générale, et bien évidemment CPR en fait partie, c'est d'abord et avant tout pour être impactant sur les 1500 milliards que nous gérons collectivement, c'est d'avoir d'ici 2021 la totalité de nos fonds qui est une note environnementale et sociale supérieure à leur indice de référence. Dit comme ça peut paraître un peu théorique. En réalité, ça signifie que nos 500 gérants à travers le monde, qu'ils soient à Boston, Paris ou Tokyo, et ça a une importance, qui gèrent des actions européennes ou des obligations émergentes, à partir de maintenant, considèrent systématiquement, lorsqu'ils investissent dans une société, non seulement sa performance financière présente et celle qu'ils estiment être la future,
mais aussi sa performance sur le plan environnemental, sa capacité à protéger l'environnement, et aussi sa performance sur le plan social, c'est-à-dire sa capacité à réduire les inégalités. Et ça, c'est un job extrêmement différent que le job qu'ils exerçaient avant. Et c'est une transformation vraiment en profondeur. C'est la plus importante pour moi parce que c'est la plus impactante. À côté de ça, et donc c'est le cas chez CPR en particulier, on travaille sur des projets de financement de la transition énergétique plus spécifiquement. Et on a travaillé avec le CDP, que vous connaissez forcément tous très bien, parce que c'est la référence en matière de données environnementales. Donc ça a été un long projet, un long chemin ensemble pour parler une langue commune pendant plus de 2 ans. Et on a lancé un fonds il y a 1 an maintenant qui s'appelle CPR Invest Climate Action et qui nous permet d'investir dans toutes les actions qui sont les mieux disantes, donc dans toutes les sociétés qui sont les mieux disantes sur le plan de leur propre transition énergétique. Et on se dit qu'en les aidant elles plus, on accélérera cette transition énergétique. Donc ça, c'est un des premiers projets. Et puis pour reprendre la question de Jean-Jacques, une fois qu'on a fait ça, on sait, hein, grosso modo, que les gaz à effet de serre les émissions de gaz à effet de serre, c'est en provenance de environ 70% de la part des corporates. On sait qu'il y a aujourd'hui plus de 80% des plus grosses sociétés mondiales qui se sont engagées vraiment concrètement et réellement dans une baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais lorsqu'il s'agit très concrètement de calculer dans quelle mesure on est près ou loin et à quel niveau on est du fameux 2 degrés, là on rentre dans des sujets techniques qui sont vraiment très significatifs pour nous investisseurs. Et donc on a considéré chez CPR que c'était vraiment sur ce sujet qu'il fallait qu'on travaille et qu'on soit en capacité de discloser rapidement une température de nos portefeuilles, c'est-à-dire une information transparente sur, en investissant dans telle société, comment on agit sur une limitation des émissions pour arriver à ce que les accords de Paris nous projettent. Dans la pratique, on travaille là-dessus avec Science Based Target. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous le savent. Vous savez que c'est une coalition qui inclut également le CDP, mais WWF, WRI, et on est en train donc de finaliser notre méthodologie. On sera donc en capacité de mettre quelque part une température sur chacune des sociétés que nous regardons et de pouvoir discloser, encore une fois, je pense que le disclosing est très important, à nos clients, les investisseurs, ceux qui investissent dans les portefeuilles, où nous en serons de cette température. Je vais peut-être passer la parole, je reviendrai au social après, ou tu veux que je continue? Non, vas-y, continue. Je continue. Ce qui m'intéresse, c'est le lien entre les deux. Alors le lien entre les deux, je reviens au timing et au fait de faire bien les choses. Je ne sais pas si on est encore au lien entre les deux, mais je vais essayer de répondre à ta question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis absolument convaincue que ne travailler que sur le sujet environnemental serait une énorme erreur. On n'oppose pas environnemental et social, on ne peut pas. On se tromperait, de la même manière que je ne pense pas qu'il faille opposer environnemental et croissance économique. Et du coup, on réfléchit en permanence aux 2 sujets en parallèle. Alors sur le plan social, paradoxalement, quand on est investisseur et qu'on cherche à travailler sur l'investissement dans des sociétés qui favorisent la réduction des inégalités, et tu le disais très bien, Sagarika, c'est beaucoup plus compliqué d'accéder à des données, de comprendre, de modéliser, de voir, parce qu'on parle de l'humain. Et par ailleurs, c'est éminemment local. Encore plus, bien plus que le sujet environnemental. Donc quand on travaille sur ce sujet-là, il faut d'abord et avant tout commencer à travailler sur une espèce de référence qui est une référence pays sur la réduction des inégalités. Parce que si on veut pouvoir avoir une idée sur les efforts que réalise une société, il me semble essentiel de comparer ces efforts par rapport à son pays de référence. Si on ne faisait pas ça,
et qu'on voulait investir dans des sociétés qui sont bien disantes sur le plan social, on se retrouverait avec des portefeuilles Actions Monde qui seraient remplis exclusivement de sociétés suédoises, ce qui n'est par définition pas possible. Et donc, on a travaillé sur le sujet de la mesure des inégalités dans les différents pays, et on a voulu en faire quelque chose de très inclusif. Alors, pour être très rapide, contrairement à d'autres, on ne se limite pas du tout au gender parity, même si le gender parity est évidemment essentiel, mais... Et bien représenté à cette table. Et bien présenté, merci Jean-Jacques. On sait qu'on peut compter sur toi, mais de manière très large. Alors, on a regardé 5 critères, et je serais très intéressée de les comparer avec, du coup, les recherches en question. On regarde les politiques fiscales de redistribution, parce qu'on considère que c'est absolument essentiel dans la réduction des inégalités dans un pays. On regarde les revenus moyens et le marché du travail. On regarde tous les sujets de santé et d'éducation, qui sont évidemment également essentiels pour réduire les inégalités. On regarde la diversité sous toutes ses formes. Et on regarde le sujet des droits humains et des accès basiques. Voilà. Et ces méthodologies, on a réussi du coup à avoir des données adéquates pour être en mesure de les quantifier. Et c'est ça qui nous permettra à nous, financiers, puisqu'on a besoin de chiffres pour investir, c'est ça qui nous permettra à nous, financiers, de mélanger l'environnemental et le social. Thank you very much, Valérie. I think this methodology is interesting because in a way, if I put myself in the seat of an investor in the room, where we look at investing into countries, because we all do some macro allocations, we are used to use a battery of criteria that are well known to all of us, so GDP, growth, inflation, etc., etc. What I think is very interesting in this methodology is that potentially you add a new type of indicator, which, with all respect to OECD, is much more subtle than the Gini coefficient, which is something that has an holistic vision of inequalities, and therefore looking at where countries are there, which means from a pure risk assessment perspective, in a way, if the methodology was perfect, it's not the case, but still, can give you an indication by the level of social inequality you have in a country of the risk you face as an investor vis-à-vis the value destruction that is potentially behind, notably because of the political instability that it can generate. So for me, this type of approach is exactly what we wanted to showcase in this roundtable, is how do we go from a very macro perception, I think we're all convinced that inequalities are a massive challenge, to, from an investor's perspective, the concrete taking into consideration of the subject in the deployment. And I think that's very fundamental. Second remark before moving to how we can deploy, I think it was said by Nick this morning that there was a number of studies that have been published on ESG showing that globally ESG is better for performance, that you can notably prove that on the environmental side. On social, it's much more complicated. I'm going to do a little of free marketing for Amundi research now, but at Amundi we are now in capacity to prove that in the last 2 years only, but since the last 2 years on European equities, investing into a European equity portfolio with an S approach, so really overweighting the companies that have a better social score according to our methodology, is generating performance. No link with the yellow vests, but therefore in the last 2 years. So it means that more and more investors are taking that into consideration. This has an effect on the price, and therefore it's good for the performance for everyone, which I think is a very strong element for convicting us all that it's interesting also to go in that direction. I think we're going to move now, we've looked at some tools on the risk assessment part. So let's talk a little bit on how to deploy and to, I would say, generate impact out of that. For that, Jean-Louis, I'm going to leave you the floor because you're a bank. So you have a number of activities. You're the main financer of social economy sociale et solidaire, but not only in France. So tell us, how do you put the progrès humain, human progress, in the way you lend, in the way you operate vis-à-vis your clients? Okay, since I was pledging for biodiversity in languages, I will help the minority language, speaking English now. What I wanted to explain, maybe briefly, for those who don't know Credit Corp in France, it's a 126 years old
bank, cooperative bank. So we were created at that time by co-op, for co-ops, and we extended our way of actions in different fields with NGOs, what we call associations in French, and mutuals, and also what we call in France, économie sociale et solidaire, without any boundaries, which is, it doesn't mean any geographical boundaries, but also legal type of activities. What we believe being in charge of trying to help people to humanly develop or progress is the motto, and that was a book that was published for the 125th anniversary. An historian worked on the Crédit Coopératif, and the title he chose for the book was Financer les utopies, okay, to back by financing utopias. Les utopies, what are they? They are what people want their future to be, and just transition is that part of a utopia we need to be moving everyone. So what we believe is, starting from the ground, local actors to be global citizens is the most important. We all need a better world, for sure, but to get to a better world globally, we need first to change things where I live, where I'm involved in. So we've been pioneers in a few ways by not trying to work alone, but working with others, with colleagues, other banks, and of course with the civil society. So the due process, the process in my view is as important as the goal. Just to give an example, we were the first in Europe to create the sharing investment with philanthropy side, donc la finance de partage, to speak in French, and then we shifted to social finance, and we were the first to create the concept, and then we expanded it with other colleagues in creating a structure in France, which name is Finansol. Finansol is a market structure gathering all financiers, trying to label and prove that what we pretend as investors-driven structures, we try to build things which are useful. So that's an example at the French level. And so just to give you the other step we have been in, 2 examples. First, what we call traceability activities. And that started from what was going on in the north of France. At that time, it was not yet les Hauts-de-France, it was just Nord-Pas-de-Calais. The troisième révolution industrielle, the third revolution, industrial revolution, that was the move from the local private investors, the Chambre de Commerce, the Chamber of Commerce. They worked with Jeremy Rifkin, and they wanted to shift the north of France into something turning from the past industries to the future industries. And they wanted and they needed a banker to be by their side. They had a public offer asking, do you want to work? And we were the only one to say, we will work with you. And so we created Livret, which is a classical way of spendthrift in the French system, to use the money of voluntary people that people would invest to this money would be lended to structures or activities that would be labelized as third industrial revolution. So that's interesting. And we also, at almost the same time, involved ourselves in something in which it is important to be involved in, which is the impact finance. I'd been lucky enough to be in London when the Prime Minister of that time, Mr. Cameron, the UK Prime Minister, they were chairing the G7, and they wanted to move things forward on that question of impact finance, not only social impact finance, impact finance. And I went in there, it was at Reuters headquarters,
And it was all crowded with good colleagues from good banks, which were so good in subprime bonds. And I felt, okay, my God, they decided that they need a new time. It was just after the crisis, and they decided to reconvert, for some of them, into a new field, creating a new class of assets, which are impact bonds. So I said, no, be careful. We can't let those things happen in France the way they would. So we decided to be very much involved in this, and we created the French with all bankers and all actors, the French actors on that question of impact finance. And we have a lab in France, the Impact Lab. It is chaired, that's not by chance, by someone from Credit Coopérative. It's Cyril Langendorf. He's in charge of the international affairs of the Credit Coopérative. And we're very much involved at an international level in this activity, which is chaired and very well conducted by Sir Ronald Cohen, who is very important in this field. So the last example I would give is we're not only pledging for us, we're pledging and working with the other bankers. We created 30 years ago the FEBA, Fédération Européenne des Banques Éthiques et Alternatives. And now we're the biggest and one of the activists inside the GABV, which is a global alliance for banking on values, which is, you might know some of them. It's a worldwide charter, a small, medium-sized, we're the biggest ones, but small, medium-sized banks. And that turns to the last point which I want to raise. It's people, it's a question of trust. The major problems we're facing in finance. And of course, the crisis has been through there. But it could be the same now for this question of just transition. Of course, I feel that for most of people, we can pledge billions and billions. It doesn't mean anything to them. It doesn't mean. They are wondering, do we cheat or what is it? So we need to work with the civil society representative, NGOs. I can tell you in the Credit Corp, we moved a lot on implementing the criteria of social responsibility into the way we do loans, thanks to the work done by Les Amis de la Terre. And we are very used to work with the NGOs, and I want to thank Oxfam and Amis de la Terre for the work they are doing, because they are coming from where they're coming, where we are not on one side right, on the other side wrong. We have to work together. And something which I believe is important, and that's the only quote I want to tell. I brought a book which has been published recently, L'Esprit Malin du Capitalisme, by someone I love a lot, Pierre-Yves Gomez, who is a sociologist. And what does he say, which is the most important, is les individus sont réduits à leurs décisions anonymes et interchangeables. So we need statistics, but we can't pledge only on statistics and broad figures. I need to feel concretely on my field what it means. So, because the only thing they only feel the bad side of the things. So we need to prove that just transition, it's not only words, it's not only billions, it's only concretely in my life, what is the influence? That's what I wanted to pledge. Thank you very much, Jean-Louis. And I think, yeah, please do. I don't think a lot of people were expecting in an event organized by bankers and financial industry, someone coming with a little red book. So thank you for that. And thanks also a lot about calling about financing utopias. I think it's important. Most of the time when we're dealing with just transition questions, we use mostly the word dystopia, so it's great to talk about utopias a little. By the way, I think something very interesting in what you mentioned is that there's the whole journey from very local, very meaningful at the local level, and at some point in time, going to impact bonds or social bonds that are an asset class into which others than
you can also invest and deploy and therefore contribute to the general effort. So I think it's also this kind of journey we need to face the challenge. And I think that's a very good example of how we can go from local, I would say, to global. And that's a perfect transition for you, Matthias. So you've been instrumental in the organization of a coalition at the G7 in Biarritz that had inequalities on its agenda. I think it was the first time that G7 was focusing on inequalities under the leadership of the French president. So I think it would be interesting for you to tell us what this alliance is about, how it's going to deploy money, and what do you expect from it. So please tell us a little about it. En français ou en anglais, mais en français, ça sera très bien. Je pense qu'il est encore temps de substituer à nos regards un monde qui s'accorde à nos désirs de justice sociale et climatique. La raison de cet optimisme, et je me souviens du t-shirt qu'arborait mon PDG, Stubborn Climate Optimist, la raison de cet optimisme, et on en a aussi une représentation dans ce panel, c'est que de plus en plus, on est dans un moment collectif. On est dans un moment collectif à travers notamment la question des coalitions qui se créent autour de différents sujets. Et d'une certaine manière, on parle beaucoup en France de la raison d'être, mais on a de plus en plus de raisons d'être ensemble. Et du coup, la raison première de ces coalitions et de ces collectifs, c'est que l'enjeu est tellement énorme qu'une entreprise seule ne peut pas grand-chose. Et j'aime bien ce que disait Jean-Louis sur la construction du collectif autour de la confiance. 2 chiffres pour montrer dans le domaine climatique ou dans le domaine social l'importance des enjeux. Le premier, et Jean-Jacques en a parlé, les classes moyennes sont en attrition dans la plupart des pays du monde, et notamment dans les pays de l'OCDE. On a perdu 16 points de représentativité des classes moyennes par rapport à l'ensemble de la population en 30 ans. C'est un problème très important évidemment politique, mais aussi un problème de business, parce que vous avez des problématiques d'embauche, vous avez des problématiques de soutenabilité de la consommation, et donc c'est un problème important. Et d'ailleurs, même à Davos, l'attrition des classes moyennes et la montée des inégalités a été considérée comme un des risques économiques majeurs. Donc on a un aspect important qui justifie le fait de s'y mettre à plusieurs. Autre exemple, je vous parlais tout à l'heure de la transition agricole. Ça coûte en gros, en surplus, 40 € à l'hectare de passer d'un modèle non soutenable à un modèle soutenable. 40 € à l'hectare, il y a 1,5 milliard d'hectares de surface cultivée dans le monde. Vous faites le calcul, vous êtes bien meilleur que moi en finance, c'est un enjeu environ à 60 milliards d'euros. C'est énorme, mais si on ne le fait pas, le coût sera d'environ 30 fois plus important, donc il vaut mieux le faire, mais ça montre que les enjeux sont considérables. Donc, le moment des coalitions, donc le moment du collectif. On a monté avec Emmanuel Faber et toute une série d'entreprises, et notamment le Crédit Agricole et Amundi sont des partenaires pour nous très importants. Je tiens vraiment à saluer leur engagement là-dessus. 2 coalitions. La première, pour lutter contre les inégalités, au G7, on a 40 grandes entreprises, et ce qui est très intéressant, c'est qu'une très large partie des entreprises sont des banques et des investisseurs. Parce que le financement de la transition est clé. Si on est uniquement sur une partie corporate et philanthropique, on a avec nous la Rockefeller Foundation par exemple et la Bill et Melinda Gates Foundation, on n'y arrivera pas. Donc on a beaucoup de banques qui sont avec nous, qui vont de Goldman Sachs à JP Morgan en passant par BNP, Crédit Agricole, on a des fonds d'investissement, et ça nous paraît essentiel parce que lutter contre les inégalités demande évidemment de pouvoir financer cette transition sociale vers des modèles plus inclusifs. Pour l'instant, on a réuni autour d'un manifeste donc ces 40 entreprises. On a aussi pour 1,4 milliard d'euros d'actions engagées dans un incubateur pour accélérer les projets et pour rendre la méthodologie des programmes sociaux plus robuste, ce que permettent évidemment cette discussion entre le monde de la finance, le monde de l'entreprise et le monde du philanthropisme. Première coalition lancée à Biarritz, et on va avoir toute une série de déploiements dans les mois qui viennent. Deuxième coalition autour de la perte de biodiversité dans l'assiette et cultivée, qu'on a lancée à la dernière session de l'ONU avec 20 grandes entreprises agro-based. Donc on a Unilever, L'Oréal, on a Mars, Nestlé. Et cette coalition-là est très intéressante aussi parce qu'elle se dit que c'est à plusieurs qu'on pourra prendre en compte notamment ce problème de la transition agricole. Si on est seul, nous, au niveau de Danone, avec nos 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on ne peut pas être à l'échelle.
Et pourtant, on s'est attaqué au problème. On a par exemple pris 25 000 hectares aux États-Unis qu'on a permis de faire avec cette transition. Ça nous coûte 1 million d'euros par an pour éviter effectivement d'avoir une érosion de nos sols et d'avoir au bout du compte un système non viable. Autour de cette coalition sur la biodiversité, on va avoir une deuxième phase de recrutement de partenaires, et c'est un peu un call to action que je fais auprès de vous. On va avoir évidemment les financiers, les banquiers qui vont, on l'espère, venir dans cette coalition pour nous aider et nous accompagner à trouver les modèles de transition, les financer et avoir un développement soutenable de ces projets. Ces deux coalitions, pour finir, elles nous paraissent importantes parce qu'elles reflètent d'abord un état d'esprit collectif. Et moi, je tiens à saluer l'univers de la finance avec toutes les rencontres que je peux avoir, avec une vraie prise de conscience et la construction d'outils. Alors, pour l'instant, on part un peu tous dans tous les sens. Il y aura besoin à un moment d'arrêter la mesure. Et par ailleurs, elles ont en commun, ces deux coalitions, d'abord, d'être assez game changer, parce que d'un côté, on a pour 1 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec Business for Inclusive Growth pour lutter contre les inégalités, et de l'autre, on a environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires des entreprises. Donc, on est game changer. Le deuxième élément de comparaison et de fait que ces coalitions ont en commun, c'est qu'on s'appuie sur une coopération publique-privée. C'est absolument nécessaire. Si on est uniquement du côté privé, on aura évidemment moins d'impact. Et la troisième chose, c'est ce que j'évoquais précédemment autour de l'impact valuation, qui nous paraît essentiel. Et donc, on travaille dans ces deux coalitions à des outils pour faire en sorte que l'impact social et environnemental de l'entreprise ait aussi une valeur financière. On travaille là-dessus et on avait eu un précédent d'ailleurs avant de monter ces coalitions qui montrait que c'était possible. Il y a 1 an et demi, avec 12 banques, on a un prêt de 2 milliards d'euros dont le taux diminuait à mesure que notre note extra-financière ESG s'améliorait et à mesure que l'on était Bicorp. Donc on voit qu'on peut avoir à la fois une efficience financière mêlée à un impact social et environnemental. Donc c'est possible. Et donc j'ai envie de vous dire, on a besoin de vous et venez nous rejoindre dans ces coalitions parce que c'est non seulement nécessaire, c'est nécessaire sur le plan du business, c'est nécessaire sur le plan moral, mais ça peut aussi être très efficace. Merci. Merci, Matthias. Thank you very much. So I would like to give 2 minutes both to you, Valérie and Sagarika, on also how to deploy. Be careful about what you're going to say because Robert, the chairman of the IMF, just joined. So now everything is under scrutiny. But Valérie, tell us a little bit. You mentioned this new idea of how to deploy money in companies that contribute to the reduction of social inequalities. So you exposed to us what was the methodology on the macro side. How are you going to select the companies you're going to invest into? I'm not asking you to give the whole methodology immediately, but just to give an idea of how you do it, practically speaking. Donc l'idée, c'est toujours la même, hein, c'est de se dire que si on veut avoir un environnement qui soit sustainable, il faut qu'on allie social et environnemental. On a une conviction désormais très forte. Et je dis désormais parce que la communauté financière dans son ensemble n'était pas toujours alignée sur ce sujet-là il y a encore 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Nous, en tous les cas, chez CPR et chez Amundi, on a une conviction désormais très forte qui est que ne pas travailler sur le sujet de la réduction des inégalités, ne pas analyser le sujet de la protection de l'environnement lorsqu'on analyse une société, c'est ne pas tenir compte de risques qui se retrouveront à un moment ou un autre dans le cours de bourse de l'entreprise. Et donc, je rejoins beaucoup Mathias sur ce qu'il disait tout à l'heure, c'est les deux sont absolument positivement liés. Le sujet, quand on travaille, nous, est vraiment de pouvoir lier ces sujets sociaux et environnementaux et la profitabilité que nous devons à nos investisseurs. Sur le plan du fonds social que nous allons très prochainement lancer, que nous appellerons Social Impact, la manière dont nous avons fonctionné, c'est qu'on a repris la méthodologie que je vous présentais tout à l'heure sur les 5 grands critères que sont le fiscal, la politique fiscale, les revenus, à travers dans une société, en les appliquant, je précise, en les appliquant aux sociétés et non plus aux États. Hein.
Donc la politique fiscale d'une entreprise, sa politique en termes de salaire, hein, et en particulier le ratio CEO to employee, sa politique en matière de santé, de protection de ses employés et de formation, hein, pour faire le pendant avec le sujet d'éducation dont on parlait tout à l'heure, sa politique en matière de diversité, bien évidemment, sous toutes ses formes, et sa politique sur sa capacité à apporter des produits de base aux populations lorsque ce sont des corporates. Et est-ce qu'ils ont des produits qui sont à un prix adéquat pour pouvoir être en mesure d'être achetés par toutes les populations? Donc ces 5 critères sont parallèles à ceux des États. Et encore une fois, on va aller chercher les sociétés qui sont les mieux disantes, pas dans l'absolu, mais par rapport au pays dans lequel réside leur siège. On part du principe qu'une société française doit être partout dans le monde mieux disante que la moyenne de notre environnement, ce qui est en réalité très fort, et on part du principe qu'il en va de même pour une société suédoise ou une société indienne. L'idée à la fin, c'est d'être en capacité de construire un produit d'investissement dans lequel les investisseurs iront chercher des sociétés qui sauront et dont ils sauront qu'elles sont mieux disantes socialement, ce qui signifie, et ce qui a un effet vertueux à la fin, que les sociétés qui ont envie d'attirer des capitaux doivent travailler sur ces 5 dimensions. So it's a new way to explore the field, in a way. Maybe, Sagarika, you can tell us a little bit now of what do you see, because we have seen some innovations that have been shared with all the audience. So at the PRI, you're probably in the best observer position in the world. So what are the type of tools or innovations you see at the moment to meet the fair, just transition challenge? And you have 3 minutes to do that. Sure, thank you. Well, the main thing to say is we all need to do a lot more on this area, really, and you are the experts in doing this, you in the audience on doing this. So what we see today is we see investor buy-in to the idea. And we see the buy-in in an investor statement on just transition. It's had, I think, over 140 investors with 80 trillion in assets under management. We also see investor implementation starting to happen. So we released with Nick Robbins and ITUC a guide to investor action on the steps to take. And then now we see there's a